Donc, bienvenue, merci pour cette présentation. Donc, je suis Thomas Colin-de-Verdière, j'ai 46 ans, j'habite à Paris et de formation, je suis ingénieur en informatique et je fais partie de Citoyens pour le climat, donc c'est un mouvement depuis janvier 2019 à peu près. Voilà. Je vais laisser la parole à Charles et Olivier, allez-y. De mon côté, je m'appelle Olivier Ponsimol, moi je suis ingénieur chimiste et donc je suis aussi rentré quasiment en même temps que Thomas, entre fin 2018 et tout début de 2019 dans le collectif. Et bonjour à tous, donc moi je suis Charles Ollion, j'ai 32 ans, j'habite à Paris, je suis enseignant et chercheur en intelligence artificielle et depuis très peu un citoyen pour le climat, depuis seulement quelques mois. Et aujourd'hui je m'occuperai de prendre les questions surtout. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup et on peut commencer. Donc, pour vous présenter ce mouvement Citoyens pour le climat, donc c'est aujourd'hui une association, mais au départ c'était un mouvement citoyen qui a pris naissance en septembre 2018 suite à la démission de Nicolas Hulot et des premières marches pour le climat qui ont suivi. Donc, il y en a eu une en septembre, en octobre, en décembre. Ces marches ont réuni beaucoup de monde et ces gens-là se sont retrouvés en fait sur les réseaux sociaux et petit à petit se sont organisés et ont décidé que finalement les marches c'était bien et ça permettait de se motiver, de réunir du monde, mais chacun avait envie d'aller un peu plus loin et se dire que finalement ça suffisait pas. Donc l'ADN de cette organisation, elle est horizontale, elle est citoyenne. On a des fondamentaux qui sont sur le site web de Citoyens pour le climat. Et il y a des collectifs locaux autonomes dans à peu près 300 villes en France. Ce qu'on veut délivrer, c'est une information fiable. On veut avoir une approche factuelle et quantifiée des questions sur le climat pour essayer quand même de donner des ordres de grandeur et pour que les gens puissent se rendre compte vraiment des chiffres et de ce qui se joue. On a des revendications fortes qui sont l'urgence climatique. Donc ça, c'est auprès de chacune des mairies. On participe au pacte finance-climat. Le crime d'écocide, fait partie des objectifs qu'on souhaiterait mettre en place sur le plan pénal. Et on soutient, oui, les accords de Paris. Oui. En tout cas, on suit attentivement, effectivement, que les pays respectent les engagements qu'ils ont pris pendant ces accords. Nos actions, donc, c'est la co-organisation de marches. Et on a aussi de nombreuses autres actions de terrain, comme de la sensibilisation, de la médiation scientifique. On a du lobbying citoyen auprès des maires, donc c'est ce qu'on disait, la déclaration d'urgence climatique. Auprès des députés, on propose des amendements. On avait travaillé sur la loi de mobilité l'année dernière et on travaille maintenant sur la réforme de la PAC. On rencontre également des syndicats agricoles, enfin voilà. C'est un mouvement qui est apartisan, il faut que je le dise quand même si c'est politique finalement, puisque tout devient politique à un moment donné, mais voilà, il n'y a pas de ligne. Et là, sur la médiation scientifique, donc ce qu'on vous présente là aujourd'hui, on travaille sur la traduction des résumés des rapports du GIEC. On présente un résumé vidéo en 5 minutes. Et puis, on a aussi des modes de présentation qui sont le kiosque des sciences, des jeux qui sont dérivés, les webinaires, comme celui qu'on va vous présenter. Et on essaye d'intervenir cette année en priorité dans les primaires, collèges, lycées, les universités, mais également dans des entreprises et sur tout type d'événements où on peut intervenir. Voilà, donc ce que vous voyez en photo, là en petit, c'est une intervention avec ce qu'on appelle le kiosque des sciences, constitué de 8 posters, et on l'avait fait à la fête de l'humanité l'année dernière, en septembre ou en octobre. En septembre. Ouais. C'est bon pour moi, Dodo. Vas-y, je
te laisse… Je jongle entre mes deux écrans. Donc, moi, ce que je vais faire, en fait, alors, on va essayer vraiment de tenir un tout petit peu moins d'une heure, parce que le temps a déjà filé. C'est de vous présenter un petit peu les enjeux très généraux autour du climat, et à chaque fois, Thomas viendra vous donner des exemples spécifiques liés à un pays qui a beaucoup fait parler de lui dans l'actualité au moment de Noël, qui est l'Australie. Et on verra en quoi c'est un marqueur assez pertinent pour tout ce qui est climat. Alors, pour parler de climat, en fait, il faut d'abord commencer par parler du GIEC. Alors, certains en ont peut-être entendu parler, les autres non. Et il y a surtout beaucoup de bêtises qui sont dites autour du GIEC. Donc, on va commencer par ça. Donc, qu'est-ce que le GIEC? En fait, l'ONU, en 1988, a demandé à un certain nombre de scientifiques de faire le tour de tous les articles scientifiques qui pouvaient traiter du climat pour avoir une meilleure compréhension de ce changement climatique, être bien sûr qu'il soit réel, quel impact il pouvait avoir sur le vivant et sur les sociétés humaines, et puis, s'il était réel, comment on pouvait essayer de le limiter. Alors, le GIEC, c'est à la fois un groupe qui est très grand et très petit. Si on considère en fait les gens qui sont payés par l'ONU pour organiser ce groupe de travail intergouvernemental, ça ne représente que 36 personnes. Ces personnes-là, leur travail, c'est de faire en sorte que le GIEC fonctionne. Par contre, toute cette synthèse des travaux scientifiques, ce sont des milliers de scientifiques partout dans le monde, hein, vous le voyez, 2500 scientifiques dans 130 pays, qui travaillent non pas en étant payés par l'ONU, par les gouvernements ou quoi que ce soit, ils sont juste payés par leur laboratoire d'origine, celui dans lequel ils font leurs recherches habituellement, sauf qu'au lieu d'être payés à faire leurs recherches, ils sont payés à lire, analyser et synthétiser le travail de recherche des autres. Et c'est comme ça en fait que les rapports se font avec, comme vous pouvez le voir, hein, un rapport typique, c'est 800 personnes qui se mettent ensemble pour rédiger le rapport. C'est 10 000 articles qui sont lus rien que pour le premier tiers du travail, donc c'est quelque chose qui est absolument colossal. Le petit problème avec ces rapports, c'est qu'il est écrit en langage scientifique. Alors, le langage scientifique, il est extrêmement codifié parce qu'il y a énormément de précautions qui sont prises en fonction du degré de certitude que les scientifiques ont de l'information, le degré de confiance et le degré de cohérence entre les différents articles qu'ils peuvent lire. Ce qui fait que après que le rapport vraiment scientifique ait été établi, il y a ensuite un résumé qui va faire intervenir les États pour transformer en fait cette formulation très scientifique et puis surtout accessoirement hein, ce rapport qui fait entre 1000 et 1500 pages pour le résumer et le rendre compréhensible par les États et puis les habitants des différents pays. Donc, l'intervention des gouvernements dans un rapport du GIEC, elle n'intervient que pour une espèce de traduction, de vulgarisation, et elle ne peut absolument pas être contradictoire avec le rapport complet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le rapport complet scientifique qui dise que le ciel est bleu, et puis au détour de discussions diplomatiques avec les représentants des gouvernements, que finalement on s'accorde à dire que le ciel est vert ou rouge. Donc c'est vraiment des modifications de forme et pas de fond. Et donc ensuite, ce rapport et ce résumé surtout est accepté et approuvé par tous ces 180 gouvernements, ce qui en fait un outil extrêmement puissant, puisque c'est jugé comme étant impartial au niveau de tous les pays, et que c'est le concentré de toute la connaissance de l'humanité sur le domaine du climat. Donc, en gros, pardon, je l'ai mis deux fois. Donc, en gros, c'est une garantie scientifique extrêmement forte. Ne sont traités là-dedans que des choses qui, déjà à l'origine, les articles scientifiques
ont été relus par d'autres scientifiques pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, on va rentrer maintenant dans quelques explications et je vais vous montrer que le climat, c'est une vaste synthèse de plein de cours que vous avez eus toute l'année. C'est tout d'abord une question de chimie et de physique. L'effet de serre, c'est rien de plus qu'un bilan d'énergie. Le Soleil nous envoie énormément d'énergie toute l'année, donc qui sert en fait à réchauffer notre Terre. S'il n'y avait pas le Soleil, il ferait un tout petit peu froid sur Terre, seulement quelques degrés Kelvin, donc dans les moins 265-70 degrés, c'est un peu frais. Et le Soleil nous permet de vivre à une température un peu plus agréable. Alors toute l'énergie qui vient du Soleil ne sert pas à réchauffer la Terre, parce qu'il y a une partie qui rebondit. Alors elle va rebondir sur les nuages, elle va rebondir sur la neige, sur la glace. C'est ce qu'on appelle l'albédo. Mais une grosse partie de cette énergie va venir quand même au niveau du sol et réchauffer le sol et l'océan. Mais ça, c'est la journée. La nuit, le soleil, la Terre se retourne. La partie qui a été chauffée fait face au vide de l'espace. Et donc là, la Terre est plus chaude que l'espace et elle va renvoyer une partie de cette énergie sous forme de chaleur, sous forme d'infrarouge. Mais cet infrarouge, il y en a une partie en fait qui est attrapée par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre et qui est renvoyée dans toutes les directions. Donc il y en a effectivement une partie qui est envoyée vers l'espace, mais il y en a surtout une partie qui est envoyée vers la Terre. Donc en fait, on a une espèce de rebond comme ça de l'énergie qui revient vers la Terre. Alors ça, c'est tout à fait naturel. C'est dû à des gaz comme la vapeur d'eau, le CO2, le méthane, et c'est absolument indispensable pour la vie sur Terre. Si ces gaz-là n'étaient pas dans l'atmosphère, sur Terre, il ferait moins 18 degrés. Moins 18 degrés, non seulement c'est un petit peu frais, mais surtout, c'est une température qui n'est pas suffisante pour qu'il y ait de l'eau liquide sur Terre. Donc, il n'y aurait pas de vie. Donc ça, c'est l'effet de serre naturel. Là où les choses viennent se compliquer un petit peu, c'est quand on vient ajouter à cet effet de serre naturel des gaz supplémentaires qui sont issus de l'activité humaine. Donc, on vient rajouter, parce qu'on brûle des énergies fossiles, du CO2, on vient rajouter du méthane parce qu'on élève énormément de bétail, et puis on vient rajouter du protoxyde d'azote parce qu'on utilise des engrais qui sont à base d'azote dans les champs. Et puis il y a quelques autres effets de serre, notamment liés aux climatisations. Alors, on vient changer un tout petit peu l'effet de serre. Le soleil, si on lise sur toute l'année, il envoie sur la surface de la Terre à peu près 300 watts par mètre carré. Ce changement d'effet de serre lié à l'activité humaine, on parle de seulement 2 ou 3 watts par mètre carré. Donc c'est en gros, c'est comme si on mettait sur toute la surface de la Terre un radiateur par surface de terrain de foot, grosso modo. Et pourtant, rien que ce tout petit changement, il a déjà un effet qui est observable, qui est de l'ordre de 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et on le voit en fait dans les mesures de température et aussi dans les modélisations. C'est-à-dire que jusqu'à 1950, on avait une petite élévation qui était avec une pente relativement douce. Et à partir de 1950, on a cette pente qui augmente. Et on a en gris en fait au milieu des points noirs. Donc les points noirs, ce sont les mesures et la courbe grise, ce sont les modélisations. Eh bien, on voit qu'on a une augmentation du rythme d'élévation de la température. Alors, c'est vrai pour le monde entier et c'est vrai aussi pour l'Australie. Yes. Alors, sur l'Australie, donc on retrouve à peu près le même réchauffement global de 1 degré. Ici, ce qu'on présente sur ces deux graphiques, c'est les anomalies de température de 1910 à 2019, sur 110 ans. On voit qu'il y a une tendance à la hausse, notamment sur le graphe de droite.
Et on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'anomalies au fur et à mesure. Par exemple, depuis 2000, sur le graphe de gauche, on s'aperçoit qu'il y a environ 6 années qui sont en anomalie, de 2000 à 2010, et à peu près la même chose de 2010 à 2019. Voilà, donc il y a de plus en plus, c'est pas comme de la météorologie, c'est-à-dire qu'on va pas, on n'est pas sûr que l'année prochaine sera plus chaude que la précédente. Par contre, on sait que le nombre d'anomalies va augmenter en fréquence. Voilà, je peux passer au slide suivant. Voilà, les sources qu'on a vues sur les slides précédents et sur celui-ci viennent du Bureau de météorologie australien, à la fois les graphiques et les statistiques. Donc, on peut retrouver très facilement hein, sur le net. Voilà, c'est très pratique. Donc, sur ce graphe, on voit sur cette carte, on voit la tendance de la température moyenne dans les régions de 1970 à 2019. Donc, on voit qu'il y a toujours une tendance à la hausse de la température moyenne, mais il y a des disparités sur le territoire. Donc, par exemple, à Canberra, qui est la capitale, sur 50 ans, on a eu une augmentation de 1,75 degrés, donc ce qui fait 0,35 degrés par décennie. Et le maximum est de 2,5 degrés sur 50 ans. Voilà, on a les villes principales ici de l'Australie, Adélaïde, Brisbane, Melbourne, et on voit les températures correspondantes, donc 0,9 degrés, enfin un gain de température de 0,9 degrés, et à Perth et Sydney, un gain de 1,25 degrés. Alors, on peut dire 2 ou 3 watts par mètre carré ou plus 1 degré, ça ne semble pas si élevé que ça. Est-ce que c'est vraiment grave? Alors, le problème, c'est que oui, puisqu'on est en train de parler non pas de la température qu'il fait aujourd'hui, on n'est pas en train de dire que demain il fera 15 degrés alors qu'aujourd'hui il faisait 14 degrés. Non, on est en train de dire que l'atmosphère de toute la Terre augmente de 1 degré. Et là, c'est un effet qui est colossal parce qu'on est en train de réchauffer la couche qui fait une centaine de kilomètres d'épaisseur tout autour de la Terre. Donc, pour réchauffer tout ce volume de 1 degré, on parle d'énergies qui sont colossales. Et donc, on va avoir des impacts qui commencent à se voir déjà et que le GIEC, justement, a essayé de quantifier pour montrer la différence qu'il peut y avoir entre 1,5 et 2 degrés, par exemple. Ce à quoi on arrivera relativement rapidement. Et ce sera des vagues de chaleur qui seront plus chaudes et plus fréquentes. Comme on a plus d'énergie dans l'atmosphère, on a aussi des précipitations, des pluies qui peuvent être beaucoup plus violentes, pas forcément plus importantes en quantité d'eau qui tombe toute l'année. Par contre, quand ça tombe vraiment très très fort. Et ce risque-là est beaucoup plus élevé à 2 degrés qu'à 1,5 degré. Mais ça va toucher aussi l'habitat des animaux et des plantes, hein, puisque en gros on multiplie par 2 à 3, plutôt par 2, la disparition de l'habitat naturel, de la biodiversité quand on passe de 1,5 à 2 degrés. Les rendements des quelques plantes, parce qu'il faut bien avoir ça en tête, hein, l'humanité se nourrit finalement que avec 9 plantes, on recouvre 66% de ce que mange l'humanité. Donc c'est très peu de plantes. Et ces cultures qui sont plutôt des céréales, en fait, vont avoir des rendements qui baissent, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. On parlera un petit peu des coraux tout à l'heure, mais on a aussi des effets sur la montée des océans et puis la fonte de la banquise. Donc c'est l'exemple que j'utilise le plus souvent. À 1,5 degré, on a un risque dans le siècle pour que la banquise fonde complètement en été, c'est-à-dire que plus d'ours polaires sur la banquise, qu'il n'y a plus de banquise.
alors qu'à 2 degrés, c'est pas une fois tous les siècles, c'est une fois tous les 10 ans. Donc ça, c'est un petit peu pour illustrer cette carte-là. En gros, ce qu'il faut retenir de ces deux cartes-là, c'est que on voit que sur la période 1950 à 2010, il y a beaucoup plus de bleu et de marron, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une pluviométrie, une quantité de précipitation qui reste la même que la moyenne, eh ben, on a de plus en plus de très très fortes pluies et de très faibles pluies. Donc en fait, il va pas pleuvoir différemment sur la Terre, sauf que là où il pleuvait déjà, il va pleuvoir beaucoup plus, et là où il ne pleuvait déjà pas, eh ben, on aura un climat qui sera encore plus sec. Et surtout, ce sont des effets qui sont absolument pas linéaires. Et on va retrouver des effets du même type en Australie. Ouais, alors ce qui est intéressant voilà, sur l'Australie, c'est d'avoir une vue un peu plus locale sur un pays. Donc sur le bureau de météorologie australien, on peut le retrouver assez facilement. On voit que la moyenne de la pluviométrie augmente un tout petit peu sur la dernière centaine d'années. On voit aussi qu'il y a plus de pluie en moyenne au nord du pays que dans le sud. Donc ça, on le retrouve bien sur la carte qu'on voit là. Et puis, en revanche, on a moins de pluie sur les États de l'Est et sur la côte ouest, qui en fait regroupent les plus grandes villes du pays. Alors, j'ai aussi une montée des eaux des océans, liée à la fonte des glaces et à la dilatation de l'océan à cause du réchauffement. Donc, l'eau se dilate. La montée des eaux, en fait, va toucher... alors, il y a 5 villes côtières sur les 6 plus grandes villes qu'on a citées précédemment sur la carte précédente. Et c'est 63% de la population australienne. Donc, la population totale en Australie, c'est 26 millions d'habitants. Donc, c'est peu, c'est bien moins de la moitié de la France. Et 63%, ça représente 16,4 millions d'habitants. En revanche, la surface du pays est énorme. Voilà. Et 10 des plus grandes villes australiennes se trouvent, enfin, 9 sont, parmi les 10 plus grandes villes, pardon, 9 sont sur la côte. Il y a aussi une acidification des océans. Donc ça, c'est dû au dioxyde de carbone, et les océans en absorbent une grosse partie. Voilà. Et il y a une tendance à la hausse de la durée de la saison des incendies. Donc, il faut savoir qu'en Australie, la saison des incendies, c'est quelque chose de récurrent et de normal. Et donc là, pour exemple, l'année dernière, il y a eu 12 millions d'hectares de forêts brûlées, et ça représente 20% de la surface de la France métropolitaine. 20%, c'est 1/5 de la France, c'est la surface du Portugal. Donc ça, on ne peut pas l'attribuer directement au réchauffement climatique, on ne peut pas dire qu'il y a une cause à effet, mais on peut voir qu'en fait la fréquence quand même, au fur et à mesure, les fréquences vont augmenter. Voilà. Alors, pour continuer sur cette... savoir si c'est un petit effet ou un grand effet, il suffit de revenir un petit peu dans le passé. Alors, un petit peu dans le passé, c'est 20 000 ans, hein, donc ça fait quand même un joli bond en arrière, pour regarder ce à quoi ressemblait l'Europe pendant la dernière glaciation. Donc, pendant la dernière glaciation, déjà, il n'y avait que 100 000 hommes hein, en Europe, et le niveau des océans était rabaissé de 120 mètres. C'est-à-dire que l'Angleterre n'était pas une île, et en plus de ce niveau abaissé des océans, comme vous pouvez le voir, il y avait un glacier gigantesque qui couvrait grosso modo l'Allemagne, le nord de la Pologne, la Suède, etc. La seule différence qu'il y a entre le climat d'il y a 20 000 ans et aujourd'hui, c'est 4 à 5 degrés.
Donc, quand on parle d'un réchauffement climatique de 1 degré, c'est pas une petite variation du climat, puisque quand on parle d'une variation de 5 degrés, ben, c'est la différence entre une Europe complètement sous la glace pour le nord de l'Europe au climat actuel. Vraiment, 1, 2, 3 degrés, ce sont des quantités qui sont tout à fait énormes. Alors, justement, en parlant d'histoire du climat, où est-ce qu'on en est? Donc, le climat, que ce soit matérialisé par les températures ou la concentration de CO2 dans l'atmosphère, il a toujours changé. C'est-à-dire que si on regarde le dernier million d'années, on a un certain nombre de périodes très basses en CO2 qui correspondent en fait à des ères glaciaires. Donc là, je vous ai montré celle qui était de moins 20 000 ans, qui est tout en bas là. Et ce sont des cycles réguliers, enfin plus ou moins réguliers, qui sont liés à la distance et à l'orientation de la Terre par rapport au Soleil. Le problème, c'est ce qui s'est passé dans les 200 dernières années. Donc, on était sorti de l'ère glaciaire, on était dans une période relativement douce, avec un taux de CO2 qui est autour de 275 ppm. Et voici ce qui se passe entre 0 et l'an 2000. On a une explosion du CO2 dans l'atmosphère de à peu près plus 30, plus 40%. Je suis désolé pour les animations. Et alors, la question c'est où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'à la fin du siècle, on va se retrouver? Donc vous avez ici les quantités de tonnes de carbone qu'il y a dans l'atmosphère. Comme je disais, hein, jusqu'aux années 1950, il y avait une légère tendance à l'augmentation, mais assez peu marquée. Et là, à partir de 1950-1960, on a une quantité de carbone qui dérive parce que, tout simplement, les différentes civilisations humaines se sont mises à brûler des énergies fossiles de manière complètement massive. Et où est-ce qu'on va arriver en 2100? Ben, ça dépend tout simplement de ce qu'on va faire. Et le GIEC a déjà préparé un certain nombre de scénarios. Entre la courbe bleue foncée, on fait énormément d'actions pour arrêter de brûler des énergies fossiles, on arrête d'envoyer du carbone dans l'atmosphère et ça met un petit peu de temps pour redescendre, mais on revient vers le même niveau pré-industriel en 2100. Ou alors on attend un petit peu plus, ou alors on attend un petit peu plus, avec la courbe orange, ou alors avec la courbe rouge, on attend beaucoup, beaucoup plus, voire même on ne fait pas grand-chose. Et les milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère, ça ne nous dit rien. Donc, je suis désolé pour toutes ces animations qui ne marchent pas. Donc, c'est traduit aussi en changement de température. Donc, le premier scénario, pour l'instant, on a quand même relativement peu de chances en 2100 d'être en dessous de 2 degrés. On pourrait être de l'ordre de 2 degrés. Et moins on agit, et surtout moins on agit rapidement sur le climat, plus la température finale moyenne sur la Terre augmente de 2, 3, 4, 5, CEA a calculé jusqu'à 7 degrés, qui est un petit peu extrême, mais on pourrait tout à fait arriver à des réchauffements de l'ordre de plus 4 à plus 5 degrés. C'est-à-dire le même ordre de grandeur de changement qu'entre une période glaciaire et une période douce. Sauf que là, on serait entre une période douce et une période très chaude. Alors, très chaude au point que ça met une contrainte en fait sur l'humanité, tout simplement parce que dès qu'on va arriver à des réchauffements de l'ordre de plus 4 à plus 5 degrés, l'agriculture va être en grande difficulté. Ces quelques plantes, les 9 plantes dont je vous parlais qui servent à nourrir en gros les 2/3 de l'humanité, leurs rendements vont s'effondrer tellement fortement qu'il n'y aura plus assez de nourriture pour tout le monde. C'est pour ça que si on veut rester à un réchauffement de plus 1,5 degré, il faut atteindre une neutralité carbone, donc des émissions de carbone limitées dès 2025. Alors là, vous imaginez bien que des émissions de carbone limitées dans 5 ans, c'est un petit peu compliqué, il y a peu de chances que ça arrive. Ou alors plutôt du côté de 2050 pour rester à 2 degrés. Là, on a quand même un peu plus de temps. Donc on a un réchauffement, un dérèglement,
il est mesuré depuis 1850 autour de 1,1 degré. Donc ça, il existe déjà. On ne pourra rien y faire à court terme. Et donc, tous les objectifs des accords de Paris, c'est justement d'essayer de trouver un moyen de rester entre plus 1,5 et plus 2 degrés, c'est-à-dire que dans les 20 ans qui viennent, il faudrait diviser, enlever un tiers à la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, et d'ici 2050 à 2075, il faudrait tomber à un niveau relativement bas dont je parlerai tout à l'heure. Alors, le tout petit problème, c'est que l'évolution dans le monde des émissions de gaz à effet de serre, elle ressemble à ça. C'est-à-dire que les accords de Paris ont déjà quelques années. Les rapports du GIEC, il en existe depuis le milieu des années 80. On sait que le dioxyde de carbone est en train de changer le climat. Et pourtant, il y a pour l'instant aucune preuve d'un ralentissement quelconque des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui nous place plutôt du côté d'une évolution vers plus 4, plus 5 degrés que vers plus 1,5 degrés. Ça, c'est très clair. Alors, en Australie. Donc, en Australie, donc on l'a vu, il y a une population qui n'est pas très, très importante. Mais ils ont des émissions actuelles, je vais en parler. Donc là, les sources, c'est le ministère australien de l'Environnement et de l'Énergie, comme tous les graphes qui vont suivre, qui sont à peu près du même genre sur l'Australie. Le rond rouge, il pointe la tendance actuelle, qui est à une hausse légère depuis 5 ans, donc depuis 2015. Actuellement, on est aux alentours de 575 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, quand on dit CO2, on dit équivalent CO2. Équivalent CO2 parce qu'on l'a vu, il y a le CO2, il y a le méthane et il y a d'autres gaz à effet de serre. Le CO2 étant le principal. Donc, on ramène tout ça au CO2. Donc, on parle d'équivalent CO2. Il n'y a pas de diminution. Il n'y a pas de réelle diminution. Il y a un retour au niveau de 2000 après le pic de 2005 et il y a une augmentation légère depuis 2015. Donc voilà, ça c'est un premier panorama. Pour aller un petit peu plus loin, je fais un petit peu de publicité pour Citoyens pour le climat, puisque à chaque rapport du GIEC, le Citoyens pour le climat en fait une version déjà qui est traduite en français, parce que les versions en français des rapports du GIEC arrivent très très tard généralement, et puis surtout on en fait des versions ultra résumées d'une douzaine de pages. Donc vous avez par exemple ce fameux rapport qui compare un monde à plus 1,5 ou plus 2 degrés. Vous avez le rapport spécial sur l'agriculture qui s'appelle Terre émergée. Et puis le rapport spécial qui est paru l'année dernière sur les océans et les glaciers. Donc tout ça, c'est disponible sur notre site. Et 12 pages, c'est quand même plus facile à lire qu'un gros rapport du GIEC de 1500 pages. Alors, on a parlé d'histoire, on va parler de géographie maintenant. Parce que c'est bien beau de parler d'émissions de gaz à effet de serre, mais il faut savoir d'où elles viennent. Alors, les émissions de gaz à effet de serre, vous pouvez le voir sur ce camembert là, elles viennent majoritairement de Chine. Pratiquement un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre vient de la Chine. Mais en fait, c'est une façon de montrer les choses qui arrange beaucoup, notamment les Européens, pour dire on n'a pas besoin de changer beaucoup. En fait, il faut absolument que la Chine, que les États-Unis, que l'Inde changent leur manière de vivre parce que c'est eux qui polluent le plus. C'est faux sur 3 points, en tout cas pour la Chine. Déjà, il faut compter le nombre d'habitants. La Chine, c'est 1,3 milliard d'humains. Il y a quasiment un humain sur 4, un peu plus, qu'un humain sur 4 qui est chinois. Donc forcément, les émissions totales du pays vont être très élevées. Deuxièmement, et ça c'est pas de chance pour eux, la Chine en fait a relativement peu accès au pétrole
Et par contre, elle a des énormes réserves en termes de charbon. Et le charbon, c'est l'énergie qui émet le plus de gaz à effet de serre. En brûlant du charbon, on a des émissions de CO2 qui sont très importantes, et donc pas de chance, c'est l'énergie qu'ils ont chez eux. Et le troisième point qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces émissions, elles sont notamment dues à l'industrie en Chine, le fait qu'ils soient avec beaucoup d'usines de fabrication, etc. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes ces usines sont en Chine parce qu'elles y ont été mises. C'est-à-dire que les Européens, les Américains, à un moment, ont fait travailler les Chinois pour produire à peu près tout. Et donc, dans ces émissions de 28% de la Chine, il y a en réalité des productions de choses qu'on consomme en Europe. Alors, pour tenir compte de ces différents éléments, ce qu'on peut commencer à faire, c'est déjà diviser les émissions du pays par le nombre d'habitants. Et on se rend compte que la Chine, finalement, n'est pas si catastrophique que ça. Et puis, on voit apparaître d'autres pays. Et là, on pourrait se dire, le problème mondial des gaz à effet de serre, c'est la faute des Qataris. Ce qui, pour le coup, est faux aussi. Effectivement, toute l'industrie du Qatar est autour du gaz et du pétrole. Et là, le problème, c'est qu'on divise par une population de Qataris qui est toute petite. Donc, le fait de diviser par le nombre d'habitants, dans le cas du Qatar, elle est un petit peu fausse aussi. Elle est beaucoup moins fausse quand on prend des pays beaucoup plus gros, comme la Chine et les États-Unis, et on se rend bien compte que si on ramène en émissions de CO2 par an et par habitant, la Chine pose beaucoup moins de problèmes que les États-Unis, tout simplement parce qu'il y a un mode de vie qui est complètement différent. Le mode de vie des Américains est extrêmement énergivore et donc extrêmement polluant, alors que les Chinois sont quand même beaucoup plus bas. Les Allemands, les Anglais sont dans le même ordre de grandeur, les Français sont juste en dessous, et on va en parler, et puis il y a des pays qui sont beaucoup plus bas. Mais si on prend la moitié de la population, c'est-à-dire en gros les pays jusqu'au Brésil, la moitié de la population humaine vit avec des émissions qui sont inférieures à 2 tonnes de CO2 par an. 2 tonnes de CO2 par an, c'est à peu près ce qu'il faudrait avoir pour pouvoir vivre à 7, 8, 9 milliards d'habitants sur la planète sans trop changer le climat. Mais ça, c'est encore, on parlait d'émissions. Si on parle maintenant d'empreintes, il faut compter tout ce qui était émis en France, et c'est relativement bas en France parce que notamment notre énergie est nucléaire et que le nucléaire émet relativement peu de CO2. Mais il faut compter aussi tout ce qui a été émis dans les autres pays et qu'ensuite on importe pour notre consommation. Et là, au lieu d'avoir un chiffre autour de 5-6 tonnes de CO2 par an et par habitant, on a une empreinte qui est réellement autour de 11,5. Elle a varié entre 11,5 et 12. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1995 ? En France, c'est les parties grises, on a diminué les quantités d'émissions de CO2, mais en fait, on les a diminuées en augmentant les importations. Ce qui fait que l'empreinte réelle d'un Français reste, depuis à peu près 25 ans, autour de 11,5 tonnes de CO2 par an et par habitant. Ce qui est beaucoup trop, ce qui est à peu près 6 fois plus que ce que la Terre pourrait supporter. Ok, alors sur l'Australie, là on parle des émissions futures. Alors quand même, je vais rappeler un petit chiffre, c'est que l'Australie, oui, émet, j'avais dit à peu près 575 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. C'est environ 1,4% des émissions mondiales. La France, pour comparer, est à 300 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Mais on est plus nombreux que les Australiens, pas loin de 70 millions à peu près.
Voilà, donc c'est pour donner un peu un ordre de grandeur. Donc sur l'Australie, j'ai pas de diminution réelle des émissions. J'ai un pic en 2005 hein, qui est probablement qui est lié à l'utilisation des sols. Donc c'est probablement de la déforestation en masse, mais voilà, c'est pas sûr. J'ai une cible pour 2020 qui est de 511 millions de tonnes et qui sera probablement pas atteinte. Soyons assez clairs, hein, il faut une réduction de 60 millions de tonnes, ce qui paraît assez énorme en un an. Et j'ai une cible en 2030 qui est de 446 millions de tonnes, c'est-à-dire 10% de moins que 2020, alors qu'il faudrait réduire de 40% les émissions pour tenir les engagements des accords de Paris qui ont été signés en 2015. Il faut savoir qu'en Australie, en 2018, il n'y a pas eu de ratification dans la loi des accords de Paris. Donc, non seulement c'est une cible peu ambitieuse, mais en plus, elle risque de ne pas être atteinte. Voilà. Ensuite, donc j'ai un retour, après le pic de 2005, j'ai un retour à 21 tonnes par habitant, après le pic de 2005. J'ai une cible de 2030 par habitant qui est de 15 tonnes. Est-ce que c'est réalisable, sachant qu'ils ne tiennent déjà pas l'objectif en 2020, qu'ils augmentent légèrement depuis 2015? Avec le ministre actuel, le Premier ministre actuel, Scott Morrison, ça risque d'être compliqué parce qu'il a clairement une politique qui n'est pas dans un engagement fort sur le climat, mais plutôt sur la continuité actuelle de l'utilisation de l'énergie, et notamment du charbon et du gaz. La neutralité carbone en 2050, hein, il s'agit de diviser par 8 les émissions en 30 ans pour arriver à 2 tonnes, c'est-à-dire passer de 17,5 tonnes à peu près à 2 tonnes par habitant. 2 tonnes par habitant, c'est l'objectif mondial par habitant pour arriver à une neutralité carbone. Voilà, donc en Australie, l'enjeu est encore plus fort qu'en France. En France, on doit diviser à peu près par 4 à 6. En Australie, ce sera plutôt divisé par 8 à 10 les émissions de gaz à effet de serre, et réduire de ce montant-là les émissions de gaz à effet de serre, ça veut forcément dire arrêter d'utiliser autant l'énergie, et surtout qu'elle soit pas à base de charbon comme c'est le cas. Ça, on y reviendra. Alors, on va faire un petit peu de sociologie parce qu'il y a souvent un argument qui est donné, qui est que c'est la faute des riches. Ce sont les plus aisés dans le monde qui sont responsables de la moitié des émissions, et tout simplement liés à leur mode de vie. Alors c'est vrai, hein, ce sont des chiffres mondiaux qui ont été compilés par l'association Oxfam, sauf que en France, ce qu'on oublie un petit peu de dire, c'est quels riches. Dans la population française, 90% des personnes ont un revenu qui est supérieur à 1 200 € par mois, qui est le SMIC. Et ce revenu, qui dans la population française n'est pas toujours suffisant pour vivre de manière digne, ben ça place quand même tous ces Français-là, tous ceux qui sont au SMIC et au-dessus, dans les 10% les plus riches de la planète. Donc il faut bien avoir en tête que même les personnes, outre les personnes qui sont vraiment en très grande difficulté, qui ne touchent même pas le SMIC par mois, tous les autres Français font partie des 10% les plus riches qui posent problème au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Alors je vais passer sur la pyramide de Maslow parce qu'on n'a pas le temps, pour vous parler d'énergie. Donc pourquoi en fait on a un mode de vie qui émet autant de gaz à effet de serre? C'est tout simplement parce qu'on utilise de l'énergie pour tout et surtout pour n'importe quoi. Alors qu'on sait déjà depuis les années 70-80 que les émissions de gaz à effet de serre, ça change notre climat. Et bien malgré ça, malgré cette connaissance scientifique qui est claire depuis 50 ans, l'utilisation des énergies fossiles a doublé dans le monde.
On est passé de, alors c'est une unité que je ne vais pas avoir le temps d'expliquer, mais bon, on est passé de 200 à 400. Et aujourd'hui encore, même en 2020, on a 75 à 80% de l'énergie utilisée dans le monde qui est à base de gaz, de pétrole et de charbon. La France, on pourrait se dire qu'elle est très loin de tout ça, mais il ne faut pas oublier que la France ne possède du nucléaire que pour l'électricité. Et l'électricité, ce n'est qu'un quart de l'énergie qu'on utilise. Donc même en France, on a une utilisation des énergies fossiles qui est au-delà de 2/3. Donc même la France a un impact en émissions de gaz à effet de serre à cause de ça. Et vous voyez que quand on fait de l'électricité, on a raison d'essayer de le faire avec du nucléaire, du vent, du solaire ou des barrages, parce que le coût en CO2 pour 1 kWh d'énergie, et il est beaucoup moins élevé que si on brûle du gaz, ou encore pire, si on brûle du charbon. Le problème, c'est que le nucléaire est bien meilleur par rapport aux énergies fossiles, mais il n'est absolument pas transposable dans tous les pays. Il n'y a simplement pas assez d'uranium pour tout le monde. Il n'est pas soutenable à long terme, parce que l'uranium, c'est comme les énergies fossiles, il y en a un certain stock dans le sol, et à un moment, il n'y en aura plus. Et donc, ce n'est pas soutenable à moyen terme. En fait, c'est quelque chose qui peut nous aider à faire une transition énergétique, mais ce n'est pas quelque chose qui peut durer dans le temps si on reste comme ça. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'Australie. Accrochez-vous. Alors, les animations sont... Ouais, alors l'Australie, voilà, les énergies fossiles, effectivement, c'est le poumon économique du pays. J'ai 84% de l'énergie utilisée qui provient des énergies fossiles. Donc les énergies fossiles, c'est quoi? C'est charbon, pétrole et gaz. Et la lignite, qui est en fait du charbon. J'ai 98% de l'énergie c'est 98% de la production totale de l'énergie. Et l'énergie exportée est le double de l'énergie consommée au national. Donc au national, c'est 6150 pétajoules. Et donc à l'export, c'est 12 000 pétajoules. Je te dis ça. Ouais. Donc j'ai 85 à 90% de l'électricité qui provient des énergies fossiles en Australie. Donc la grosse part, c'est le charbon, du black coal et du brown coal, un peu le gaz et un peu les renouvelables, donc solaire et éolien. J'ai en fait, en Australie, j'ai 50% des émissions qui viennent de l'industrie de l'énergie. Donc ce qui est sur le monde, on va le voir je crois après sur le monde. Oui. Sur le monde c'est 30% de manière en moyenne, alors que sur l'Australie c'est 50%, donc on voit qu'ils utilisent énormément d'énergie. Donc si on donne à titre comparatif, donc on peut utiliser comme unité le kilowattheure pour l'énergie au lieu du joule. Et pour 1 kWh en France, on génère 57 grammes de CO2, alors qu'en Australie, pour 1 kWh, on génère 841 grammes de CO2. Donc c'est assez phénoménal, en fait, la quantité utilisée de charbon. Voilà. Ça les place en fait dans un des pays où l'électricité est la plus sale. On peut le dire comme ça, la plus émettrice de CO2 en tout cas. Ouais. Alors, on avait deux autres parties sur les transports et l'utilisation des sols. Alors, vu que l'heure tourne très très vite, ça fait déjà 55 minutes qu'on discute, je vais les sauter. Ce qu'il faut retenir en fait au niveau des transports, c'est que contrairement à ce que beaucoup disent, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la route dans le monde qui est la plus grande source d'émissions. 70%
contre 11% pour l'aviation et 11% pour le maritime. Pour ceux qui se posent des questions, parce qu'on entend complètement autre chose et on voit souvent autre chose sur les réseaux sociaux, je pourrais y revenir dans la partie questions. Et puis, un des moyens de transport, et c'est très en discussion en ce moment, qui pose le plus de problèmes d'émissions, c'est l'avion, en transport de passagers, mais aussi et surtout en transport de matières, de fret. Pour l'agriculture, la seule chose que je vais vous dire, c'est que la moitié des émissions liées à l'agriculture viennent de l'élevage. Donc, il y a une énorme question à se poser sur les élevages de ruminants, notamment, donc chèvres, moutons et bœufs. Et que malgré que nous soyons toujours que nous soyons en 2020 et qu'on pourrait se dire qu'on sait que tout est précieux, que toute ressource est précieuse, en Europe, on jette encore, soit chez nous, soit chez le producteur, soit dans les circuits de distribution et de manutention, un tiers de la nourriture qui est produite. Donc déjà, si on voulait diminuer l'empreinte carbone de notre alimentation, le meilleur moyen, ce serait déjà de ne pas jeter ce tiers de l'alimentation. Et donc, la conclusion au niveau de l'alimentation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut manger avec des sources locales, peu ou pas carné. Tout le monde n'est pas obligé d'être vegan, mais on peut faire 90% du travail en mangeant moins de viande. Bio ou pas, mais en tout cas de manière raisonnée au niveau de l'utilisation des tracteurs, des pesticides, de quoi que ce soit, de bien manger de saison et surtout sans jeter un tiers de la nourriture. Alors, tout ce tableau en fait un certain nombre de victimes. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui surconsomme, ou alors on peut aussi dire que c'est une société qui surproduit et qui ensuite pousse tout ce qu'elle a produit vers les consommateurs, avec un maximum de transport, un maximum d'emballage et surtout à des prix très bas. Mais les prix très bas sont faux, en fait. Parce que personne ne paye la facture sociale, qui est que dans les pays du Nord, le chômage a augmenté quand on a envoyé tous ces emplois vers les pays du Sud. Mais les pays du Sud, eux, sont exploités à des taux à des salaires très faibles, qu'il y a un certain nombre de guerres. Et en plus, ces pays du Sud commencent à être déstabilisés par les effets du changement climatique. Donc eux, ils produisent pour qu'on pollue, et en plus, ils ont le résultat directement chez eux du changement climatique bien avant nous. Et puis, il y a la facture environnementale. Tout ce qu'on est en train de modifier, que ce soit en termes de pollution ou en termes d'effet de serre, c'est le reste de la nature qui en fait les frais. Alors justement, comme on parle de nature, on va parler de biodiversité. Alors la biodiversité, on peut souvent se tromper un petit peu sur la définition, donc c'est pour ça que je la remets, parce que le Code de l'environnement en France réexplique ce qu'est la biodiversité. La biodiversité, en fait, c'est une diversité à 3 échelles. C'est le fait que dans une espèce, tous les individus sont différents, y compris chez les humains. Ça, c'est la première espèce, la première diversité, c'est ce qui va permettre en fait aux espèces de s'adapter au changement. Ensuite, dans un endroit vont cohabiter tout un ensemble d'espèces et ils vont former une pyramide, une chaîne alimentaire. C'est ce qu'on appelle la diversité spécifique, la diversité des espèces dans un écosystème. Et puis, la Terre est différente en fonction des lieux où on se trouve, et donc on a différents types d'écosystèmes. C'est la diversité écosystémique. Bon, alors le problème, c'est qu'en ce moment, on est en train de parler d'une disparition du nombre d'espèces assez rapide qu'on pourrait comparer à une extinction de masse. Alors une extinction de masse, qu'est-ce que c'est? C'est en très peu de temps, mais très peu de temps à l'échelle de la Terre, donc c'est entre 1000 et 10 000 ans, la disparition de 3/4 des espèces. Alors c'est déjà arrivé dans le passé, avec des événements catastrophiques, des activités volcaniques terribles, ou la très probable météorite qui a précipité l'extinction de la plus grande part des dinosaures il y a 66 millions d'années. Donc ce sont des événements exceptionnels qui ont eu des effets connus. Quand on a des super volcans qui se mettent en activité, on a une
une hausse du taux de CO2, on a une acidification des océans, tout le climat se dérègle, et ça donne des extinctions brutales sur quelques milliers d'années. Sauf que l'homme, l'ère géologique de l'Anthropocène, est en train de réaliser cela seulement en 50 ans. Donc ça se mesure en fait avec ce qu'on appelle la liste rouge de l'UICN. C'est un organisme mondial qui suit l'état en fait de conservation des espèces végétales et animales dans le monde. Et qu'est-ce qu'on prévoit dans le dernier rapport, alors, et de l'UICN et puis le dernier rapport de l'IPBES de l'année dernière, c'est que d'ici à 2030, on pourrait avoir un tiers des coraux, un tiers de tout ce qui est résineux, les 2 tiers de tout ce qui est de la catégorie des palmiers, et puis tous les autres animaux qui disparaissent d'ici 2030, en seulement 10 ans. Et donc, on n'est clairement pas au niveau aujourd'hui d'une extinction de masse, mais on en prend le chemin. On est en gros à un tiers d'une extinction de masse, donc c'est déjà colossal. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un facteur commun à ces 5 causes principales de disparition de la biodiversité, donc surexploitation, surpêche, modification des habitats, on rase la forêt pour en faire des cultures, on pollue, toutes les émissions de gaz à effet de serre viennent changer le climat, et puis quelque chose qui n'est absolument pas négligeable, qui représente à peu près 20% de la disparition des espèces, c'est l'introduction d'espèces invasives, donc les espèces envahissantes, et Thomas va vous en parler quasiment tout de suite après, parce que l'Australie est un petit peu la championne pour ça. Donc le changement climatique, ça entraîne tout un ensemble de cercles vicieux qui a un effet sur tous les écosystèmes. On va parler des coraux tout de suite après, où on va passer de coraux ultra vivants avec une biodiversité incroyable à juste un gros agrégat de calcaire mort, sans aucune vie. Mais ça, je laisse Thomas en parler. Ouais, alors, très bien. Sur la biodiversité, donc c'est vrai que l'Australie, c'est un territoire qui est énorme et c'est vraiment un paradis pour la biodiversité. Donc là, il y a entre 80 et 85% des espèces qui sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont présentes qu'en Australie. Voilà, ces espèces se trouvent sur Terre, dans les airs et dans l'eau. Elles ne sont pas toutes sympas, ces espèces. Donc, il y a effectivement les koalas, les kangourous. Mais on a aussi, je crois que c'est le dondon. Hein, c'est ça? C'est l'émeu. Ah ouais, d'accord. Voilà, bon. Et certaines, en fait, voilà, qui ont un goût certain pour le venin. Des serpents, lézards, araignées, des méduses mortelles. Voilà. En Australie, c'était un paradis pour la biodiversité, mais ça, c'était avant. Il y a 10% des espèces qui ont disparu depuis la colonisation en 1790. Voilà, ça fait 220 ans, 230 ans. J'ai 50% des coraux qui sont morts depuis 1987. Donc c'est là où c'est près de l'Australie qu'il y a la grande barrière de corail, dont on entend parler souvent. En Australie, j'ai aussi des espèces invasives qui viennent pour grande partie ou quasi pour totalité de la colonisation. Et elles déciment en fait les espèces qui sont indigènes. Donc, par exemple, les lapins qui ont été introduits en 1850 environ. Au début, ils étaient une trentaine, enfin, il y a une histoire qui raconte qu'il y avait une trentaine de lapins au départ qui viennent d'Angleterre pour la chasse et qui ont été introduits pour la chasse. Et ils se sont produits tellement qu'ils sont aujourd'hui entre plusieurs millions. Donc, à 22 millions, 300 millions, ils ont été 600 millions à un moment donné.
Voilà, les dromadaires sont environ 1 million, donc eux aussi, ils ont été introduits pour les Anglais pour pouvoir se déplacer dans le désert. Et puis, j'ai environ 15 millions de chats domestiques qui tuent en fait d'autres espèces. Et ça, les chats domestiques, on le retrouve, enfin, ils tuent d'autres espèces et c'est aussi vrai dans le monde. Voilà. Les chats domestiques jouent un rôle sur la biodiversité. Donc, en Australie, ils ont un objectif d'en éliminer 2 millions. Donc, ils utilisent toutes sortes de pièges, des poisons, ils injectent des poisons dans les proies, ils mettent du poison sur le pelage par diffusion. Ils ont aussi d'autres idées pour tuer le lapin. Ils ont introduit le renard, sauf que le renard, en fait, s'attaque aussi aux animaux qui sont plus lents que les lapins, comme les marsupiaux. Donc, ils ont eu ce problème. Ils ont introduit le virus de la myxomatose pour tuer les lapins dans les années 50. Et effectivement, ça a marché au bout de 2 ans. Ça a réduit drastiquement le nombre de lapins. Mais les lapins, eux, deviennent résistants à ce virus. Ils ont également importé la puce espagnole, mais c'est un nouvel échec. Et puis, il y a d'autres virus qui ont été importés, mais on s'inquiète un peu quand même dans le monde de ces essais qui ressemblent un peu à des essais de sorciers. Et on peut se dire qu'effectivement, au bout d'un moment, il faudrait trouver d'autres solutions. Et maintenant, si on parle effectivement des coraux, donc effectivement, c'est un des joyaux naturels de l'Australie. Et les estimations du GIEC dont on parlait, c'est qu'à 1,5 degré de réchauffement, j'ai une perte de 70 à 90% des coraux. Et à 2 degrés, j'ai une perte de 99% des coraux. Donc les coraux, ça abrite énormément d'espèces marines. Voilà, ça abrite environ 25% des espèces marines. Donc c'est un impact très très fort sur la biodiversité. Effectivement, Nemo qui vit là-dedans pourrait en faire partie, quoi. Enfin même très probablement. Voilà. Ouais. Donc effectivement un tableau qui est assez noir, hein, on va le dire, mais il ne faut pas rester sur ce tableau, puisque comme je le montrais au début, la fin de l'histoire, en tout cas pour la fin du siècle, pour 2100, elle peut être très très différente en fonction des actions qu'on va prendre aujourd'hui. Alors effectivement, avant de prendre des actions, il faut savoir un petit peu ce qu'on fait. Les gaz à effet de serre dans le monde, ils viennent pour 1/3 de la production d'énergie. Donc, comme Thomas le disait, hein, l'Australie, c'est 50%, donc c'est une énergie qui est vraiment, vraiment très sale. 1/4 pour l'agriculture, 20% pour l'industrie et 14% pour le transport. Alors ça, c'est vrai dans le monde. Dans le France, c'est très différent. Tout simplement parce que avec le nucléaire, en fait, la production d'électricité est beaucoup moins carbonée. Donc ce morceau est beaucoup plus petit et il est beaucoup plus petit au profit des transports et du bâtiment. Donc on a des sources de consommation d'énergie et donc d'émissions de gaz à effet de serre importantes sur notamment la voiture individuelle. Hein, quand on voit par rapport à l'avion, ça n'a rien à voir. C'est bien la voiture individuelle qui pèse en gros la moitié des transports, hein, 15-16% des émissions totales de la France. Et puis les bâtiments. Quand on dit qu'on veut rénover les bâtiments qui sont très mal isolés, c'est pour ça. C'est parce que les bâtiments représentent au moins 10% de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors si on les range un petit peu différemment, ces différents éléments, on peut se rendre compte que tout ce qui sert à nous déplacer, ça représente à peu près en moyenne pour un Français 3 tonnes de CO2 par an. L'endroit où il vit, c'est un peu plus de 2,5 tonnes. Ce qu'il mange, c'est 2,5 tonnes. Notre consommation, c'est de l'ordre de 2 tonnes. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, alors quand vous arrivez à être dans
dans les lycées, mais donc les écoles, les collèges, les lycées, les universités, les hôpitaux, etc. Tout ce qui est partagé entre nous tous en France, tout ça a un poids carbone et qui est non négligeable, parce qu'il est déjà rien qu'à lui seul de 2 tonnes. Donc quand on dit qu'on va rénover par exemple les logements, les bâtiments de logement, il faut absolument pas oublier de rénover tout ce qui est école, lycée et hôpitaux. Et donc, une fois qu'on a eu cette image de où est-ce qu'on dépense nos 12 tonnes, eh ben, on doit se dire que il faut... Hop, ah, je pensais que j'avais mis mon petit encadré. Si je veux atteindre un niveau de 2 tonnes seulement en moyenne pour toute l'année, bah, en gros, il faut que sur ces 5 postes, je redescende de là où je suis à 500 kilos, à peu près. Donc, vous voyez, hein, l'effort qui doit être fait, il est colossal. Il y a une partie de ce changement qui peut venir de changement de comportement, ce qu'on décide de faire. Et puis, une partie de ces comportements qui vont nécessiter en fait que toute la collectivité se change hein, pour réduire l'utilisation de la voiture, isoler, etc. Donc, au niveau des sociétés, il va falloir des changements de loi, de réglementation, des choix à faire hein, pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre. Et puis, au niveau des individus, il faut absolument avoir en tête que chaque fois que vous achetez quelque chose, vous faites un choix pour le climat, dans un sens ou dans un autre, mais vous faites un choix pour le climat. Et donc, il faut avoir ça en tête pour pouvoir le minimiser. Choisir vos moyens de vous déplacer, beaucoup moins la voiture seule, isoler les bâtiments, recourir à l'économie locale, manger de saison, hein, pas manger des tomates au mois de janvier, à part dépenser des gaz à effet de serre, ça ne sert strictement à rien. Et puis surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces actions, ces choix, elles peuvent être à la fois bonnes pour le climat, pour votre santé à vous et puis pour la santé des gens qui habitent le reste de la Terre, et puis la biodiversité. Donc j'avais un exemple que je vais sauter parce qu'on n'a plus vraiment le temps, là ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute. Mais donc la quasi-totalité des actions qui sont bonnes pour le climat sont aussi bonnes pour la santé et bonnes pour la biodiversité. Il n'y a que quelques exemples très très particuliers où ce n'est pas le cas. Donc, en fait, on a un vrai intérêt pour limiter le changement climatique avec toutes ces catastrophes météorologiques qui vont devenir plus nombreuses, pour améliorer notre santé et pour préserver la biodiversité, à changer, à agir. Et c'est un petit peu le but de cette présentation, de se rendre compte que, tout simplement, quand on a ça en tête, que la viande, ça représente 1 tonne, par exemple, et que peut-être manger moins de viande, c'est pas complètement idiot. Que les fringues, c'est quasiment 1 tonne aussi. Et que changer... Alors, vous avez dépassé le moment où vous grandissez de 10 cm par mois. Donc, il faut commencer à se dire que les changements d'habits tous les 6 mois ou tous les 1 an, comme c'est poussé par la mode, c'est pas du tout une bonne idée pour le climat. Faut pas négliger la quantité d'énergie qui est nécessaire pour fabriquer les téléphones, les télés, les ordinateurs, Internet, etc. Et puis, un des gros points, c'est comment vous vous déplacez en utilisant le plus possible le train et le bus qui sont 20 fois moins émissifs en termes de gaz à effet de serre que la voiture particulière. Hop, donc je saute cet exemple-là. Je vous remercie de votre attention. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui avaient été posées au fur et à mesure. Il y en a que 2 pour l'instant. Donc, commencez à préparer dans votre tête les questions. Et puis, on va répondre. Donc, Thomas, tu as dit que tu allais répondre sur le crime d'écocide. Ouais. Alors, donc ça, je l'ai retrouvé en fait sur le site de Citoyens pour le climat. Donc, c'est vrai qu'il y a certainement un point juridique. Donc, il s'agit d'améliorer la reconnaissance juridique. Donc, sur le crime d'écocide, il s'agit d'améliorer la reconnaissance juridique des atteintes graves à l'environnement et au climat. Donc, reconnaître le crime d'écocide, engager la responsabilité de chacun pour les dommages climatiques résultant de ces activités.
de ses activités pronom personnel, et reconnaître le droit à vivre dans un environnement non toxique. Donc c'est vrai que sur le plan juridique, c'est compliqué, mais je crois que là, c'est quand même important de le dire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat. Elle a réuni en fait des citoyens sur 7 mois, sur 7 week-ends de 3 jours. Donc il y a eu 21 jours de travail en tout, répartis sur 7 mois. Leur objectif était de faire 150 propositions pour réduire les gaz à effet de serre en 2030 de 40% dans un esprit de justice sociale. Donc, ils ont fait ces propositions, et une des propositions était notamment d'inscrire dans le droit pénal le crime d'écocide. Le président de la République, Emmanuel Macron, a mis un joker, disons, dessus. Il avait droit à 3 jokers sur ces 150 propositions. Et il a dit qu'il porterait cette résolution plutôt au niveau international, en disant que c'était plus intéressant de le porter au niveau international. C'est possible, mais c'est quand même aussi bien de le reporter sur le droit pénal français. En tout cas, ce serait un engagement qui serait un petit peu plus fort que de juste d'aller négocier à l'international. C'est mon point de vue. Voilà. Et donc, on a là rien de moins que la demande de droits pour la nature. C'est-à-dire que de donner des droits et de rendre légalement punissable le fait d'apporter une atteinte grave à la nature. Alors ensuite, il y avait Ambroise qui demandait comment l'Australie exporte son énergie. Ça, c'est un domaine, si tu veux, je peux répondre, Thomas, parce que c'est un domaine que je connais bien. Ouais. Donc, il y a une partie de l'énergie qui est très facile. En fait, ils n'exportent pas l'énergie, ils font juste des bateaux et des bateaux de charbon. Donc ça, c'est très facile à exporter. Et puis, il y a une autre technologie qui permet en fait d'exporter facilement le gaz. Ça, c'est un domaine qui est en train d'exploser dans les 3-4 dernières années, où on vient refroidir le gaz à très basse température. On l'amène, le gaz naturel, vers moins 170 degrés. Il devient liquide, et comme il est liquide, en fait, on peut remplir des méthaniers, donc des bateaux qui sont là pour transporter le méthane, vers d'autres pays. Donc en gros, clairement, ils vont arroser tout le sud-est asiatique, des énormes pays comme l'Indonésie, la Malaisie, etc., doivent récupérer beaucoup de charbon et de gaz depuis l'Australie, avec des exportations que vous avez vues qui sont colossales, puisqu'ils exportent 2 fois plus que ce qu'ils consomment chez eux. Donc voilà comment on transporte. Le charbon, c'est pas très compliqué. Le gaz naturel, c'est plus compliqué. Et juste pour donner un ordre de grandeur, sur tout ce qui est extrait du sol en gaz naturel, il y en a 10% qui sert à créer l'énergie nécessaire pour refroidir le reste du gaz naturel pour qu'il soit liquide et transportable. Donc voilà pour la question des exportations. Il y a Hélène qui demandait où en sont les feux en Australie. Alors, la saison des feux, c'est, je crois que ça varie un peu, mais c'est de août à décembre ou janvier. Là, effectivement, le feu qui était dans la région de Canberra, qui était pas très loin en fait de la capitale, il a duré assez longtemps, je crois, jusqu'à début février. Voilà, et il avait démarré en août, à peu près. Donc, je pense qu'aujourd'hui, alors je suis pas au courant exactement de où ils en sont, mais là, on est en plein hiver là. Oui, voilà. Donc, il est probable que les feux soient complètement éteints, mais c'est récurrent, donc ça. Voilà, donc chaque année, il y a une saison des feux, quoi. Alors, il faut voir qu'au niveau biodiversité, justement, la forêt australienne est habituée à ces feux.
puisque c'est comme ça qu'un certain nombre d'arbres se reproduisent. Hein. C'est par les feux de forêt que les arbres se reproduisent. Mais par contre, il ne faut pas que toute une région parte en fumée en même temps. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans la Nouvelle-Galles du Sud. C'est-à-dire que subitement, il y a une portion du territoire qui part en flammes complètement. Et là, on tue tout ce qu'il y a dans la forêt et la biodiversité met énormément de temps pour revenir. Ok. Il y a une question d'Ambroise là, qui rebondit sur ce qu'on a dit là avant, en disant donc les Australiens ne produisent pas beaucoup de CO2 avec cette matière première, non? Avec le charbon. Alors avec le charbon, si. Et alors la question, c'est pour le charbon ou le gaz, Ambroise? Oui, bonne question. Alors, ça c'est le problème d'attribution des tonnes de CO2. Effectivement, quand on exporte, on peut dire, c'est pas moi qui pollue, c'est les autres qui achètent mon charbon. Ou alors on peut dire, toute mon économie est basée sur l'exportation du charbon, donc je pollue énormément. Donc ça c'est vraiment juste de l'argumentaire en fait, de savoir où sont les émissions. Mais on s'en moque parce que à partir du moment où le charbon australien est vendu, ça veut dire qu'il est utilisé, donc il va se retrouver sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et l'atmosphère, on n'en a qu'une. Donc que le charbon australien soit brûlé en Australie, en Malaisie ou en Indonésie ou au Vietnam ou quoi que ce soit, c'est exactement le même problème pour la Terre. Alors pour la Terre, elle n'a pas grand-chose à faire, elle. Par contre, les habitants de la Terre, un peu plus. Et comme je disais, pour le gaz, c'est encore pire parce que non seulement il va y avoir des émissions qui sont dans les pays qui reçoivent le gaz, mais l'Australie, pour être capable de l'exporter, elle le refroidit à très basse température et elle utilise 10% de ce gaz rien que pour refroidir le reste du gaz. Donc là, on a double émission en fait. On a l'émission quand on brûle le gaz et on avait des émissions avant quand on l'a refroidi pour pouvoir le transporter. Donc là, c'est vraiment doublement idiot. Mais c'est bien le problème en fait qui fait que les gens ne réagissent pas, c'est que c'est pas moi, c'est les Chinois, c'est mes clients qui achètent des choses. Sauf que au final, la tonne de CO2, où qu'elle soit produite et quelle que soit la manière dont elle est produite, tout le monde la partage. Alors non seulement tout le monde la partage, mais les catastrophes qui sont liées au changement climatique, tout le monde ne les partage pas, parce que c'est généralement tous les pays qui sont entre les tropiques qui souffrent les premiers des effets du changement climatique. Donc, en gros, c'est les pays du Nord qui consomment, qui sont responsables en termes de s'ils ne consommaient pas, il n'y aurait pas d'émissions de CO2. Et par contre, c'est les pays du Sud, surtout les pays tropicaux, qui subissent les conséquences. Il serait peut-être temps, en 2020, de se réveiller et de se dire que, même d'un point de vue purement éthique, c'est quand même extrêmement critiquable cette situation. Alors, une autre chose qui est extrêmement injuste, et ça vous concerne, et je ne l'ai pas dit alors que d'habitude je le dis toujours, le CO2 met un certain temps à s'accumuler dans l'atmosphère, ce qui veut dire que les milliards de tonnes qu'il y a dans l'atmosphère en ce moment viennent largement de la consommation de vos grands-parents et de vos parents, et de moi qui suis en train de parler, parce qu'avec Thomas, on a plus de 40 ans. Et qui est-ce qui va souffrir le plus des effets du changement climatique? C'est vous. Donc il y a une autre injustice qui est que ce sont les générations qui vous précèdent qui ont tout mis en œuvre, enfin tout mis en œuvre, c'est pas volontaire, hein, mais c'est la manière de vivre des générations avant vous met en danger votre propre avenir. Et donc c'est pour ça qu'on pousse énormément à l'engagement.
notamment à l'engagement des jeunes, parce que ceux qui vont devoir solutionner les choses, ce sera surtout vous. Et il faut que vous en ayez bien conscience. Et comme, alors là, je ne sais plus en quelle classe vous êtes, si c'est première ou terminale, mais bon, le droit de vote n'est pas très loin. Rappelez-vous que vous avez un droit de vote aussi à chaque fois que vous décidez d'acheter quelque chose. Donc, utilisez-le. Et essayez de l'utiliser plutôt en direction d'un avenir favorable pour vous. Il me semble que ce serait meilleur. J'ajouterais que vous avez même un droit de vote lorsque vous décidez de ne pas regarder la publicité. Oui. Important. Ça joue un rôle énorme. Hein, c'est ce qui sert à vendre ce qui est produit quand même. Donc, c'est non négligeable. Tu disais que c'est de notre responsabilité, de mes grands-parents, de mes parents, de moi-même. La progression date donc à peu près, on l'a vu, de 1750, hein, début d'utilisation du charbon, et puis à partir de la fin du 19e siècle, de l'utilisation du gaz et du pétrole, enfin, à peu près à cette époque-là. Et on sait à peu près depuis 1890 que le CO2 joue un rôle sur l'effet de serre. Donc à cette époque-là, on pensait que ce serait sympa en cas de nouvelle période glaciaire. Ça nous permettrait de nous protéger de ça. Il faut quand même, donc en termes de responsabilité, je dis pas que je suis parfait, que j'ai fait plein de choses bien, pas du tout. Au contraire, mais voilà, il ne s'agit pas il va falloir faire les choses ensemble, mais pas seulement stigmatiser disons, une partie. Mais par contre, c'est extrêmement important de faire prendre conscience aux gens de ce qui se joue, de faire prendre conscience à nos parents et nos grands-parents qui sont pour le coup beaucoup moins, et à vos parents, beaucoup moins alertes sur le sujet, de manière générale, je pense, et qui n'ont pas vécu du tout les mêmes choses à la même époque. Donc, il faut quand même voir ça. C'était à l'après-guerre, il ne s'agissait pas du tout de la même chose. Il s'agissait de nourrir une population, et donc c'est pour ça qu'on a industrialisé toute l'agriculture. Et de reconstruire tout un pays. Et de reconstruire, ouais, c'est ça, tout un pays. Donc voilà, il y a des choses à faire en termes de médiation scientifique, bien sûr, et de donner des vrais chiffres, et c'est beaucoup plus intéressant pour pouvoir parler des choses concrètement. Il y a aussi voilà, tout un aspect d'engagement, mais qui peut être très divers. Déjà, rien qu'en parlant à table avec des amis, c'est déjà, à vrai dire, courageux. Ou avec ses parents, sa famille, voilà. Ou en organisant des conférences comme ça. Et donc, merci Hélène. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres cas? Ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre association? Alors, en fait, il y a deux niveaux, parce que c'est vrai que Citoyens pour le climat, c'est plutôt un collectif d'adultes, mais on héberge aussi la partie française d'un groupe international qui s'appelle Little Citizens for Climate. Donc déjà, pour nous aider, il y a cette possibilité-là en fait de rejoindre le groupe Little Citizens, et ça, je peux mettre ceux qui sont intéressés en relation avec eux pour agir directement, et puis surtout faire passer le message de jeune à jeune. Quand on a des vieux de 45 ans qui viennent présenter les choses, c'est beaucoup moins fort et beaucoup moins impactant que quand c'est quelqu'un de votre âge qui vous parle. Ensuite, effectivement, très rapidement, on arrive à un âge où on peut s'engager dans plein de collectifs et d'associations différentes. On n'est pas les seuls. C'est vrai que notre différenciation vient vraiment du fait qu'on est sur des choses très chiffrées, très argumentées, très scientifiquement vérifiées.
Mais c'est pas l'association en tant que telle qu'il faut aider. C'est finalement toute l'humanité. Donc tout ce que vous pouvez faire, même sans vous mettre dans une association, de réflexion, de changement de comportement, et comme disait Thomas, de se rendre un petit peu hermétique eh ben, sur n'importe quelle autre espèce, on appellerait ça un dressage. Hein. Comme on est des humains, on appelle ça la publicité et le marketing. Je vous assure que si on n'était pas des humains, ce serait uniquement appelé du dressage, parce qu'on est dressé à consommer, et qu'il faut avoir un petit peu de recul par rapport à tout ça. Est-ce que vraiment on a besoin de toute cette masse de consommation? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui l'est moins? Dans un petit peu tous nos choix. Alors, il ne faut pas commencer par s'attaquer à tout, mais voilà, on peut individuellement prendre un domaine qui nous touche plus, et puis de regarder un petit peu ce qui peut être changé pour avoir un moindre impact, parce qu'en fait, c'est uniquement ça qui va être important, en fait, c'est que chacun regarde comment il puisse diminuer son impact sur la planète, parce que le climat ne s'arrêtera pas de changer. Si on ne change pas l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le climat va continuer à changer. Et une fois qu'il aura vraiment commencé à changer très très vite, on va avoir beaucoup de mal à l'arrêter. Déjà là, ça va pas être facile, mais si on laisse filer encore 5, 10, 15 ans, arrêter le changement climatique, ça va être, comme disait quelqu'un, essayer d'arrêter un rouleau compresseur à 2 ou 3 personnes en tongs dans le gravier. C'est-à-dire que ça va être un petit peu dur. Et il va y avoir des orteils écrasés. D'accord. Je voulais rappeler quand même que d'abord, il y a un site internet de Citoyens pour le climat. Vous pouvez y trouver à la fois les résumés grand public qu'on fait du rapport du GIEC, les traductions citoyennes des résumés à l'intention des décideurs du GIEC. Voilà, merci Olivier. Vous pouvez trouver aussi une rubrique Nous rejoindre. Donc, comment nous rejoindre? Vous avez dedans les groupes locaux, donc par ville. Il y a aussi une description des groupes de travail. Donc, on recherche des ressources, enfin des personnes sur du juridique, sur des accompagnateurs, de la rédaction de la communication, par exemple de l'animation des réseaux sociaux, sur la relation presse, les partenariats, la création artistique. On a aussi besoin de graphistes pour présenter tout ce qu'on fait. Des traducteurs, des interprètes. On a besoin de gens qui rejoignent le pôle scientifique. Donc, le pôle scientifique, il y a à peu près 15 personnes dedans. C'est eux qui rédigent et qui fournissent une grosse partie des informations qu'on met dans ces présentations. Voilà, on a besoin de gens qui font de la pédagogie, de la vulgarisation. Travailler aussi sur le site internet, bien sûr. Et je voudrais, sur la partie juste scientifique, sachez que ah oui, sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver tous les webinaires qu'on a fait pendant le confinement. Et puis, vous retrouverez celui-ci si on l'y met, bien sûr, en anonymisant chacun. Oui, et sur la partie scientifique, sachez qu'on forme les gens à animer justement ces webinaires et à animer ce qu'on appelle le kiosque des sciences, qui sont 8 posters en fait sur le réchauffement climatique, donc qui présentent les effets de serre, donc les phénomènes physiques du réchauffement climatique, les enjeux, l'énergie, l'utilisation des sols, les transports. Donc voilà, ce qu'on vous a présenté un peu ici, on les a sous forme de posters pour les présenter dans des événements grand public. Et donc voilà, par exemple, cet été à Villejuif, on a 3 week-ends, le 8 août, le 22 août et le 29 août, où on va faire animer ce kiosque des sciences
Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de Citoyens pour le climat et à rechercher dans les groupes de travail, notamment celui de Paris, comment vous pouvez aider. On va vous répondre assez rapidement. Voilà. Je vais vous donner mon adresse email. Comme ça, voilà, vous pouvez m'envoyer des emails sur tout ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez avoir peut-être la présentation en PDF, on peut vous la fournir. Voilà. Ok, merci Thomas. Et Alors, Olivier, on ne voit pas ton mail complet. non, parce que j'ai eu la flemme de taper citoyen pour le climat paris.org. Ok, d'accord. C'est la même fin de mail que toi. Charles, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tu as été écouté, merci beaucoup. Non, c'était très, très clair, j'ai trouvé. Ok.